Alors, ce que je vous propose, c'est que pour que ça se fasse de manière fluide, on pose les questions à la fin. Vous avez capté le jeu de mots sur l'eau, fluide? Non? C'est bon? C'est pour ça que je n'ai pas fait comédien. Hein. Donc aujourd'hui, pas de surprise, on va parler de l'eau. Mais on va parler de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'eau, du moins de prime abord. On va parler de choses comme le pH, on va parler du fascia ou des fascias, on va parler de cristaux, on va parler d'antioxydants, on va parler d'énergie électrique et du lien entre tout ça et avec le bien-être, l'anti-âge et notre nature vibratoire. Et vous allez voir que tout ça va se faire à travers le prisme de l'eau. Donc, le plan de ce soir, donc moi je suis quelqu'un de très linéaire, j'ai besoin d'avoir mon plan. D'abord, avant de parler de l'eau, vous voyez que l'eau c'est au milieu, c'est la 4e partie. Ce que je vous propose, c'est on fasse un peu une petite leçon d'histoire. Pourquoi c'est important? Parce que ça va nous expliquer comment on en est arrivé là aujourd'hui, avec notre façon de penser qui est un petit peu prédominante. Ensuite, je vais introduire un paradigme un peu différent qui ouvre la porte vers des horizons plus intéressants, dont l'eau va faire partie. Ensuite, on va parler un petit peu des fascias. Enfin, on va parler de l'eau. Ensuite, je vais vous donner le mode d'emploi. C'est probablement pour ça que vous êtes là ce soir. C'est qu'est-ce que je fais concrètement dans mon quotidien. Je l'ai mis à la fin, comme ça vous restez. Ensuite, je vais mentionner quelques implications pour qu'on ait éventuellement une discussion à la fin si vous avez besoin d'idées, d'inspiration pour les questions-réponses. Et ensuite, je parlerai de moi parce que j'aime bien parler de moi à la fin et pas au début. Et comme c'est ma conférence, je fais ce que je veux. Ça vous va? Donc, paradigme prédominant. Donc, tout commence à l'époque de la Renaissance. Pourquoi la Renaissance? Parce que c'est pendant cette période qu'il y a eu un grand nombre de penseurs, de philosophes, de scientifiques qui ont établi les bases, les fondations de la méthode scientifique et de la médecine moderne. Donc, en l'occurrence, en particulier, on va explorer les pensées de ces trois-là. Donc, je vais vous les nommer, vous en reconnaissez peut-être certains. De gauche à droite, il y a Descartes. Ensuite, il y a Newton. Ensuite, il y a Darwin. Okay. Donc, ils n'ont pas vécu exactement en même temps, mais c'est trois penseurs qui ont été qui ont eu énormément d'influence sur la façon dont on pense aujourd'hui. En particulier, je vous donne le résumé, vous n'avez pas besoin de lire, je vais vous le lire. Descartes, le corps est considéré ou est vu comme une machine. Et il est bien connu pour la séparation entre le corps et l'esprit, ce qu'on appelle le dualisme cartésien. Donc l'implication, c'est que le corps fonctionne comme un mécanisme qui est analysable et qui est réparable, donc comme une machine. Et sa philosophie, c'était vraiment que l'observation rationnelle, quand on observe les choses de manière objective, ça prime sur l'expérience subjective. Ça, c'est Descartes. Ensuite, on passe à Newton, avec notamment sa contribution à la mécanique newtonienne qui nous permet de prédire le mouvement des étoiles, tout un tas de choses. Donc, Newton, c'était vraiment un univers qui est prévisible. Donc, les lois physiques qui régissent l'univers de manière déterministe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les lois physiques et qu'on a les paramètres, on peut prédire ce qui va se passer. On peut prédire la trajectoire de la Lune dans l'espace. Ensuite, c'est que tout phénomène est explicable, mesurable et prévisible. C'est l'idée. Parce que tant qu'on a les lois. Et ensuite, c'était à partir du moment où on a ces lois, ou à partir du moment où on a la connaissance scientifique, on peut contrôler les choses, parce qu'on sait comment ça va se passer, on peut prédire. Et le troisième, donc Darwin. C'est un petit peu la lutte du plus fort, la survie du plus fort, c'est comme ça qu'il est connu. Mais donc, l'idée est que l'évolution des espèces, et notamment l'humain, repose sur la sélection naturelle. J'ai étudié ça en sciences naturelles ou en SVT, on appelle ça maintenant, il y a quelques années. Seuls les mieux adaptés vont survivre, les moins adaptés ne survivent pas. Et donc, l'idée qui est donc souvent un petit peu cliché, un petit peu déformée, c'est que la compétition est la clé de l'évolution. Donc ça, c'est les fondamentaux de pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, et ça a donné naissance à ceci. Pour la médecine moderne, on a une approche très mécaniste sur le corps humain. C'est-à-dire on traite ça comme une machine, on a tendance à faire ça. On a tendance aussi à rechercher la cause unique d'une solution ciblée. Donc par exemple, si on cherche la cause de, je ne sais pas, du rhume, on va chercher un pathogène qui cause le rhume. C'est très linéaire, c'est très A cause B. Et on a tendance à faire ça. Et ça, c'est l'héritage de Newton, notamment. Et on a tendance à vouloir contrôler et prédire plutôt qu'être à l'écoute. D'accord?
Donc ça, c'est les conséquences de la philosophie qui est née pendant la Renaissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il y a eu le XXe siècle. Et en 1974, le prix Nobel de médecine a permis d'isoler ou d'extraire les constituants de la cellule. Donc dans le corps humain, en biologie, on a des cellules. Depuis 1974, on a des méthodes à base de centrifugeuses, c'est une centrifugeuse à droite, qui permettent d'extraire les différents organites, les différents éléments à l'intérieur de la cellule. À partir du moment où on peut les extraire et les isoler, on peut les étudier. Donc c'était une révolution à l'époque. Ça nous a donné un accès direct aux composants cellulaires, donc les enzymes, les protéines, les organites, etc. Et ça nous a ouvert la porte à appliquer cette mentalité très analytique à la biologie. Donc chaque fonction du corps, chaque fonction de la biologie était attribuée à un élément distinct. C'était l'objectif. Donc on cherchait à isoler des réactions chimiques. Parce qu'à nouveau, c'est comme ça qu'on fonctionne. On cherche à trouver quelle est la réaction qui cause B pour qu'on puisse traiter ça si on identifie un problème. Le problème de ça, c'est que ça a une limite majeure, c'est que quand on fait tourner une cellule très vite, donc les conditions d'extraction, elles ne reflètent pas l'environnement naturel de la cellule. C'est-à-dire on va extraire des choses, mais on va détruire la structure de la cellule. On perd de l'information en route. Et donc on perd tout ce qui est les interactions dynamiques. On a une idée de ce qui se passe à l'intérieur, mais voilà, on perd un petit peu les choses dans leur ensemble. Du coup, ça donne naissance au modèle qu'on a aujourd'hui en médecine, et c'est ça qu'on apprend en biologie, c'est ça que j'ai appris quand j'étais au lycée. C'est certainement ça que vous avez vu un jour dans votre vie. Vous avez certainement dû voir un schéma comme ça, avec une cellule, c'est un sac rempli de fluide, avec des choses qui flottent dedans. C'est à peu près ça. Voilà, j'ai lu littéralement. Donc c'est où les molécules, elles flottent de manière libre. En termes de communication entre les différents éléments de la cellule, la transmission, elle est par signaux nerveux, le système nerveux. Donc on appelle ça des potentiels d'action. Et aussi par signaux moléculaires. Et donc c'est là qu'on parle d'échange d'ions et de diffusion de neurotransmetteurs. Quand les hormones circulent dans le sang, c'est diffusion de molécules qui permettent de communiquer. La sérotonine, on est heureux, etc. Et il y a un gros point faible sur lequel toute la biochimie repose. Et vous allez voir que vous allez comprendre rapidement pourquoi ça ne marche pas, c'est incohérent. C'est pour ça que j'ai mis ce diagramme avec un sorte de labyrinthe là. C'est que la théorie prévalente aujourd'hui, c'est que la façon dont les réactions se font dans les cellules, c'est que les deux molécules qui doivent réagir ensemble, elles bougent de manière aléatoire et de temps en temps elles se rentrent dedans. Ça marche comme ça. C'est l'explication. Le problème, c'est pour ça qu'il y a un gros bazar, c'est que des fois, il faut 10 réactions à la suite pour produire quelque chose. Là, en l'occurrence, ça représente les réactions qui permettent de produire de l'énergie à partir du glucose. Donc quand je mange, il faut bien que je produise de l'énergie à partir de ce que j'ai mangé. Si le principe de diffusion aléatoire, où les choses se rentrent dedans par hasard, était vrai, ça prendrait à peu près 10 000 ans d'avoir l'énergie de notre petit déjeuner. Donc c'est incohérent, ça ne marche pas. Et ce que j'ai mis en bas, on sait qu'il y a à peu près, c'est un ordre de grandeur, 100 000 réactions biochimiques par cellule par seconde. Donc, il n'y a pas besoin d'être très fort en mathématiques pour se dire c'est assez improbable que ce soit par hasard que ça se rentre dedans au bon moment. Et donc, quel est le lien avec l'eau? La déduction de tout ça, c'est qu'en biochimie, l'eau est considérée comme un solvant, comme quelque chose de neutre. C'est-à-dire c'est juste un milieu dans lequel il y a les molécules, ça ne va pas affecter les molécules, ça leur permet juste de réagir entre elles. Donc, il y a de l'eau dans les cellules, les molécules flottent dans l'eau, c'est un milieu qui est neutre, et les choses se font. Donc c'est considéré comme un solvant. Ça, c'est la conclusion, c'est comme ça qu'elle est vue par la majorité des gens. Il y a un autre problème en science, de manière générale, là ça s'applique, mais c'est plus général que ça, c'est que la plupart des modèles scientifiques, ils naissent d'approximations. C'est-à-dire on va
supposer quelque chose, on va simplifier le corps humain, par exemple. On va donc simplifier la chose, ce qui nous permet d'avoir un modèle avec lequel on peut travailler. C'est comme ça qu'on étudie les choses. Parce qu'on ne peut pas étudier le corps humain tel quel, c'est trop compliqué. Et donc voilà, le but c'est de simplifier la complexité du vivant pour la rendre plus compréhensible et mesurable. Et le problème avec ça, c'est un problème qui est très connu en philosophie des sciences, c'est qu'on a tendance à oublier qu'on a fait une approximation. Donc ce qui était une approximation est devenu un dogme, une vérité absolue. Et on fait tout le temps ça. Et c'est encore plus vrai quand cette approximation nous a permis d'avoir plein de découvertes derrière, de faire plein de découvertes, voilà. Je vois si j'ai rien oublié. Voilà. Et donc le corps, aujourd'hui, c'est considéré dans certains modèles comme juste un sac qui est rempli d'une solution saline, donc avec des électrolytes, des minéraux. Et donc, très souvent, pour résumer, une approximation qui était utile une fois, dans un certain contexte, est devenue un dogme. Je vais vous donner une analogie pour comprendre ça de manière plus simple. Un modèle, on en utilise tous les jours quand on utilise la carte d'une ville. La carte d'une ville, c'est un modèle. D'accord ? Un modèle, c'est utile. Mais un modèle, ça simplifie la ville. Si je mettais sur la carte toutes les bouches d'égout, ça ne me sert à rien. Je vais juste me perdre. Si je simplifie trop et que je ne mets pas toutes les rues, ça ne sert à rien non plus. Donc un modèle, ça doit simplifier juste suffisamment pour que ce soit utile. Vous suivez ? Mais il ne faut pas oublier que la carte, ce n'est pas la ville. C'est pas pareil. Donc c'est le principe d'un modèle. Donc ça, c'était le paradigme prédominant. Vous comprenez un petit peu d'où ça vient, pourquoi on pense comme ça, quel est le problème avec. Ça ne veut pas dire que c'est entièrement à jeter par la fenêtre, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, je vais vous parler d'un paradigme qui est plus holistique et qui est plus moderne, qui est plus basé sur des sciences type physique quantique, type électromagnétisme, etc. Donc, vous vous souvenez de la photo de la cellule tout à l'heure ? Juste un petit sac avec du fluide. Ça, c'est un diagramme qui est plus représentatif de la cellule. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de structure. C'est beaucoup plus organisé. Donc, en réalité, l'organisation elle est beaucoup plus optimisée. Donc, les molécules ne se déplacent pas par hasard. Elles sont dans des compartiments. Et elles sont rangées entre molécules qui sont censées interagir entre elles. Elles ne sont pas mises n'importe comment. Ensuite, les réactions biochimiques, ce n'est pas juste les molécules se rentrent dedans et paf, ça marche. Il y a des phénomènes qui sont plus à distance, comme le phénomène de résonance. Phénomène de résonance, j'en ai parlé dans une autre conférence, mais pour faire simple, c'est si j'ai un diapason, que je le tape et que j'ai un autre diapason qui est accordé à la même fréquence, il va vibrer aussi même si je ne l'ai pas touché. C'est ce qu'on appelle la résonance. Je vais vous donner un autre exemple. Là, le fait que je parle, les ondes sonores émises par mes cordes vocales, il y a un effet de résonance avec les tympans dans vos oreilles. Ce qui fait que vous pouvez capter ce que je dis. C'est un effet de résonance en permanence. Et donc, c'est ce qui se passe aussi au niveau biochimique. C'est pas juste ça se rentre dedans et paf. Et également, donc, il y a une interconnexion qui est absolument totale. Tout est connecté à tout. D'où, vous voyez que ça, c'est assez complexe. Il y a vraiment un réseau de communication. Voilà, et chaque partie influence les autres parties. On connaît ça très bien en acupuncture, par exemple. On peut avoir quelque chose, un point au pied qui règle mon problème 2 fois, par exemple. Et donc, quand on considère ce modèle, à nouveau, les 100 000 réactions biochimiques par seconde par cellule sont un peu plus plausibles. Donc quand on sait que c'est un peu plus plausible, on sait qu'on se rapproche peut-être de la réalité. Donc, communication, avec ce modèle, elle est beaucoup plus rapide. Avec l'autre modèle, que j'ai introduit tout à l'heure, la communication la plus rapide qu'on a, c'est la communication nerveuse, donc par les nerfs, qui est électrique. Cette communication, au maximum, c'est à peu près 100 mètres par seconde en vitesse. Mais 100 mètres par seconde, c'est pas assez rapide quand on doit réagir d'un seul coup. Et pour beaucoup d'autres choses. Et donc, l'information avec ce modèle circule bien plus vite. Comment elle circule ? À l'aide de plein de choses, à l'aide d'électrons. Donc les électrons, on connaît bien parce que l'électricité qu'on utilise, c'est simplement la circulation d'électrons. Ben, le corps, c'est pareil. Il y a une circulation d'électrons. Il y a les protons aussi. Les électrons, c'est des charges négatives. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en physique quantique.
Les électrons, c'est juste des charges négatives, les protons, c'est des charges positives. Donc l'électricité, on connaît, la proticité, c'est l'équivalent avec les protons. Ensuite, des photons. Les photons, c'est de la lumière. Ça, on sait que ça marche. La fibre optique, si vous avez la fibre chez vous, c'est de la communication par lumière. Ou si vous faites des signaux lumineux, ça marche aussi. Et des phonons. Les phonons, c'est juste des vibrations qui se propagent. Okay. Donc le son, par exemple, ça contient des phonons, notamment. Voilà. Et tout ça, ça permet de transmettre de l'énergie et de l'information. Donc la question que je vous pose, à laquelle on va répondre, c'est et si du coup, l'eau, c'est pas juste un solvant, mais si elle jouait un rôle qui est plus actif dans la coordination des réactions biochimiques et biologiques, tout ce qui se passe. Peut-être que c'est pas juste un solvant passif qui est neutre. On va voir ça. Mais du coup, la question, c'est qui a raison entre les deux? Est-ce que c'est le réductionnisme ou est-ce que c'est le holisme ou le paradigme plus holistique? Les deux ont potentiellement raison. Quand j'ai étudié la physique quantique en école d'ingénieur, il y a quelques années, au premier cours, mon prof m'a montré l'image d'un cylindre. Et il m'a dit que suivant comment on regarde le cylindre, si je le regarde comme ça, on dirait un rectangle. Si je le regarde par en haut, ça on dirait un cercle. Du coup, le cylindre, c'est un rectangle ou c'est un cercle? Ça dépend comment on regarde. C'est le même principe avec la dualité onde-particule qui a été introduite par Louis de Broglie au début du XXe siècle, qui est un petit peu la base de la physique quantique. Si je reprends l'analogie de la carte de ville, vous avez tous vu la carte du métro ou la carte des transports en commun. Ça ne ressemble pas à la ville, c'est juste des lignes de partout. Par contre, c'est utile. Si je m'apprête à voyager en transport en commun, je suis content d'avoir cette carte. Si je voyage à pied, je suis content d'avoir l'autre carte. Quelle est la carte qui a le plus raison? Aucune. Donc les modèles se complémentent. Donc je veux aucunement en jeter un par la fenêtre. C'est juste que c'est intéressant d'avoir plusieurs perspectives. Donc la clé, c'est ce que je marque en bas. La clé, c'est de savoir quel modèle utiliser quand, tout simplement. Voilà. Ça, c'était la partie histoire et philosophie. Donc maintenant, deux petits mots sur le fascia. Qui n'a jamais entendu parler du fascia? Très bien. Donc de toute façon, je vais passer par la définition. Définition. J'aime bien commencer par définir les termes pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, et ensuite, on peut un petit peu développer. Donc le fascia, c'est un tissu qui est omniprésent dans le corps. Des orteils jusqu'à la tête, de l'intérieur des cellules jusqu'à la peau. Il est omniprésent. Il forme une matrice continue. Je vais définir le terme matrice juste après. C'est pareil, c'est un terme qu'on a tendance à entendre, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc ça forme une matrice continue qui relie, qui soutient et qui sépare les structures du corps. Donc ça les relie entre elles, ça permet de communiquer. Ça les soutient. Sans le fascia, mes organes y tomberaient, je serais par terre, en fait, je ne tiendrais pas. Et ça sépare. Ça, c'est très utile, notamment en chirurgie. En chirurgie, ils utilisent les fascias quand ils font une incision pour ne pas endommager le reste. Parce que c'est séparé, c'est dans des compartiments. Et donc, quand je dis les structures du corps, c'est les muscles, les os, les organes, les vaisseaux sanguins. Et ensuite, ça va jusqu'à l'intérieur des cellules. Donc, c'est à toutes les échelles. À l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique. Et donc, au-delà d'être un tissu de soutien, il joue également un rôle actif dans la transmission des forces mécaniques. Si, par exemple, je fais du baseball et je veux jeter la balle, ce n'est pas que mes muscles qui travaillent. Le fascia, ça sert comme une bande élastique. Je vais tirer la bande et je relâche l'élastique. Les fascias, ils permettent de relier les muscles au niveau de mes pieds jusqu'à la main et je lance. Donc ça permet la transmission de forces mécaniques. Ça permet aussi la communication cellulaire et la régulation physiologique. Ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est une matrice? Une matrice, c'est un terme qui a des définitions dans beaucoup de contextes. En mathématiques, on utilise ça. Là, je vous donne la définition dans le contexte électronique, parce que c'est là que c'est pertinent. Une matrice, c'est un circuit électronique qui permet d'effectuer des opérations de calcul et de commande. C'est intéressant. En termes de réseau de communication, c'est intéressant. Donc, concrètement, c'est quoi le fascia? Au-delà de la définition. Donc, c'est une structure qui est dynamique, qui a une architecture un peu en treillis.
Le fascia, c'est principalement fait de collagène. Collagène, on en entend beaucoup parler, notamment dans l'industrie de la beauté. Le collagène, ça ressemble à ça. Si vous avez déjà vu l'ADN, c'est une double hélice. Le collagène, c'est une triple hélice. Ce qui lui donne une résistance énorme. En architecture, quand on fait des ponts, on tresse l'acier pour que ce soit plus solide. Le corps, il fait ça naturellement. Donc c'est extrêmement costaud. Donc cette architecture permet la conduction de force, comme j'ai dit, et donc ça forme aussi un réseau de communication. Donc on ne va pas aller trop en détail, mais ça permet aussi, le fascia, quand il se forme, il forme des nanotubes. Nanotubes, si vous voyez, vous avez déjà dû voir les sortes de réseaux de transport que Elon Musk il cherche à mettre en place, un sorte de train dans un tube qui va super vite. Vous visualisez à peu près? Bon, c'est un peu la même idée. Il y a un tube, du coup il n'y a pas de friction, il n'y a pas de résistance, ça permet une communication très rapide. Et le fascia permet ça. Et notamment la conduction des protons, qui est donc impliqué, comme je disais tout à l'heure, dans les transferts d'énergie et d'information. Le fascia, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a une propriété qui est piézoélectrique. La piézoélectricité, c'est la capacité d'un matériau à convertir ce qu'on appelle des contraintes mécaniques, donc du mouvement, de la pression, des choses comme ça, en électricité. On connaît très bien ça. Les cristaux de quartz dans les montres, c'est ce que ça fait. Ça convertit des contraintes mécaniques en électricité. Et ça fait les choses dans les deux sens. Ça peut aussi convertir l'électricité en contraintes mécaniques. Ça, on va en parler dans les implications, dans le mode d'emploi à la fin. C'est intéressant. Et ce qui est important pour nous ce soir, c'est que le fascia, il est entouré et imprégné d'eau. Donc là, on commence à se rapprocher de l'eau. Donc si le fascia joue un rôle clé dans la transmission de l'énergie et de l'information, comment est-ce que cette transformation est possible? Je vous ai donné quelques pistes, mais surtout, quel est le rôle de l'eau qui l'entoure et qui le traverse? On y vient. Donc si je vous posais la question, je ne vais pas le faire, mais si je vous demandais on est fait à combien de pourcents d'eau, vous me diriez quelque chose comme 60, 70%, 75, 80. Donc effectivement, selon notre âge, on est fait de 50 à 80% d'eau. Plus on est jeune, plus on est hydraté, plus on est vieux, plus on est sec. Et raide. Ça va avec. Ça, cette statistique, elle est correcte, mais en poids. C'est-à-dire que si on pesait toutes les molécules du corps, effectivement, en eau, on est 50 à 80%. Par contre, si au lieu de peser, on comptait, on est 99,9% d'eau. Pourquoi cette différence entre le poids et le nombre? Parce que les molécules d'eau sont toutes petites. Donc dans un espace où il pourrait y avoir une molécule qui prend beaucoup de place, il peut y en avoir 50 en eau. Donc c'est un peu plus, c'est peut-être intéressant de se dire, si l'eau c'est 99,9% des molécules de mon corps, peut-être que c'est important de savoir à peu près comment ça marche. Peut-être. Et là, c'est là que ça va être intéressant, c'est que cette eau, je vais venir juste après, n'est pas uniquement sous forme liquide. Ça va être intéressant. À droite, ce que j'ai mis, c'est juste pour votre information, c'est comment cette eau elle est répartie dans le corps. Donc si on est, disons, allez, si on va dire 70% d'eau, si moi je suis 70% d'eau, je fais à peu près 65 kg, ça fait, s'il faut ça être 42, 45 kg d'eau. Ils sont où les 45 kg d'eau? Il y a à peu près 7%, c'est dans le sang. Seulement 7% de l'eau est dans le sang. 26%, c'est ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Le liquide interstitiel, en français, ça veut juste dire l'eau autour des cellules. Donc pas dans les cellules, mais autour. Les 66% là, c'est le liquide intracellulaire. Donc c'est dans les cellules. Quand je vous ai montré le modèle de la cellule tout à l'heure au début, c'est le sac avec du fluide à l'intérieur, c'est là qu'il y a les 2/3 de notre eau. Donc les 2/3 de mes 45 kg, donc ça tombe bien, ça fait 30 kg. 30 kg de mon eau est dans mes cellules. Et le petit là que vous ne voyez pas forcément bien, qui reste là, il reste 1%, c'est le liquide encéphalorachidien. Donc il passe par la colonne vertébrale, par la moelle. Alors ce que j'ai mis en bas, si vous arrivez à voir, c'est la différence entre en bas à gauche de l'eau liquide et à droite, l'eau qu'on va explorer. L'eau liquide, c'est simplement, si vous savez à quoi ressemble la molécule d'eau, ça ressemble un peu à Mickey.
Il y a un atome d'oxygène et puis les deux petits atomes d'hydrogène. Ça fait Mickey. Okay. Donc là, il y a plein de petits Mickey qui flottent. C'est de l'eau liquide. À droite, ça ne ressemble plus à Mickey. On va explorer ce que ça veut dire. Et certains d'entre vous le savent peut-être, la différence entre liquide, solide et gaz, c'est juste que les Mickey, ils bougent plus ou moins vite. C'est tout. Mais ça reste des Mickey. Quand elle est solide, ça bouge plus. Donc de la glace, ça bouge plus trop. Quand c'est gazeux, ça bouge très vite. Et ce qu'on ressent comme de la chaleur, c'est juste de l'agitation des molécules. C'est ça qu'on perçoit comme de la chaleur. Donc, c'est là que ça va être intéressant. Il a été découvert dans les années 2000, donc une vingtaine d'années, que de l'eau liquide, comme celle que je viens de boire, de l'eau liquide, quand elle est située à proximité d'une surface hydrophile, je vais expliquer ce que ça veut dire, elle va se structurer spontanément. Une surface hydrophile, c'est juste une surface qui aime l'eau, où l'eau a tendance à se coller. Donc il se trouve que l'entièreté des surfaces du corps, que ce soit les vaisseaux, les cellules, tout, sont des surfaces hydrophiles. Donc c'est juste deux lignes, mais c'est hyper important. On a découvert que spontanément, comme par magie, on ne sait pas pourquoi ça fait, mais ça le fait, l'eau, au contact de surfaces hydrophiles, se structure spontanément. Qu'est-ce que ça veut dire se structurer? Je vous ai mis un diagramme, on va le mettre en plus gros dans un instant. Mais cette eau structurée, ce qui est intéressant, c'est que ça forme un cristal liquide. Je vais expliquer aussi ce que ça veut dire un cristal liquide. On appelle ça une mésophase. Donc c'est ni liquide ni solide. En physique, on appelle ça une mésophase, c'est entre les deux. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'eau se structure spontanément? Donc là, j'ai mis le même diagramme en plus gros. Donc si vous voyez à gauche en gris, ça représente une surface hydrophile. Quand l'eau est au contact de cette surface, elle commence à créer spontanément, à nouveau, ce qu'on appelle une zone d'exclusion. Donc si vous voyez ça, tout ça c'est une zone avec plein de moins, il y a plein de petits moins, et à côté c'est plein de plus. Donc les moins en fait, c'est tous les électrons, toutes les charges négatives qui se mettent d'un côté, qui forment une zone d'exclusion, et le reste c'est les protons, les charges positives. Donc en gros ça se sépare. Plutôt que d'être juste des Mickey qui flottent au hasard, il y a tous les moins qui se mettent d'un côté, tous les plus qui se mettent de l'autre. À nouveau, ça se fait tout seul. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand il y a du moins et du plus d'un côté, ça fait quoi? Une batterie. On est d'accord? Et donc, l'eau structurée constitue une batterie biologique. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on parlerait d'électricité, d'énergie électrique dans le corps. Donc, l'eau fait ça spontanément. Et c'est à ça que ça ressemble si on regarde du côté. Je vais vous montrer un autre angle à quoi ça ressemble. Ça ressemble à des ruches d'abeilles, des hexagones, un peu une ruche d'abeilles qui sont superposées. Mais là, de côté, on voit bien donc une zone d'exclusion formée d'électrons. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi on appelle ça une zone d'exclusion plus tard. Et ensuite, tout le reste, c'est les protons. Donc, j'ai dit cristal liquide. Déjà, qu'est-ce que c'est un cristal? Quand on pense à cristal, on a tendance à penser cette petite chose à gauche. Au niveau physique, niveau matériel, fondamentalement, un cristal, c'est simplement quelque chose qui a une structure ordonnée comme ça. Ça, c'est un cristal de sel, chlorure de sodium. Si vous regardez de près, hein, par exemple du sel de Guérande, ça ressemble à des petits cristaux. Ça ressemble à ça. Donc, un cristal, c'est simplement un solide dont l'arrangement des molécules est très ordonné. Donc, si vous regardez là, c'est bien ordonné. C'est comme un cube. Ce n'est pas le seul type d'ordre qu'il peut y avoir, il y en a plusieurs, mais c'en est un. Et donc, cet arrangement des molécules, ça lui donne des propriétés thermiques et électriques particulières. Ça lui donne aussi des propriétés optiques, c'est pour ça que ça a des couleurs sympas. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cristal liquide? Déjà, je peux vous garantir que la majorité d'entre vous a un cristal liquide dans la poche, ou sur vous, dans votre sac. Ça s'appelle un écran. Si vous avez déjà entendu parler d'un écran LCD, LCD ça veut dire Liquid Crystal Display, écran à cristaux liquides. Parce qu'on utilise les propriétés optiques des cristaux liquides pour, à l'aide de courants électriques, changer les couleurs de ce qu'on voit. Donc là, ce n'est pas un bon exemple parce que c'est un projecteur, mais si c'était un écran, ça serait à cristaux liquides.
Donc la différence entre un cristal solide et un cristal liquide, c'est que le cristal liquide, il n'a pas un arrangement qui est en 3D, si vous voulez. C'est plutôt en 2 dimensions, ou en une, mais en 2 dimensions en l'occurrence. Donc si vous regardez, je sais que ce n'est pas évident à voir, là, l'eau structurée, donc ça représente l'eau structurée à nouveau, ça forme des hexagones, comme donc des ruches d'abeilles, et c'est par couches. Donc si ça forme des couches, c'est en 2 dimensions. Okay. Une feuille de papier, c'est 2 dimensions. Une dimension, ça serait juste une ligne. 3 dimensions, c'est un cube. J'espère que vous suivez. Donc, un cristal liquide, ça a un certain ordre, donc ça a ces beaux hexagones, mais ça n'a que 2 dimensions d'ordre et une dimension de liberté. C'est-à-dire que ces couches peuvent bouger. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dis? Voilà, un cristal liquide peut changer de géométrie, il peut bouger, tout en conservant ses propriétés cristallines. C'est un peu plus intéressant dans le contexte d'un organisme vivant. Si on était un cristal solide, ça ne marche pas trop. Cristal liquide, par contre, on conserve les propriétés cristallines. Donc, comme j'ai dit, c'est propriétés optiques, électriques et thermiques. Et on va y venir sur les implications. Avec la fluidité. Intéressant. Donc, un cristal liquide, on sait très bien que c'est un semi-conducteur. Donc, ça permet de conduire l'électricité, pas tout le temps, mais parfois. C'est pour ça que c'est semi-conducteur, pas juste conducteur. C'est très sensible aux ondes électromagnétiques. Si vous voulez une preuve, ne le faites pas à la maison. Vous regardez sur Internet, il y a certainement quelqu'un qui l'a déjà fait. Ce que ça fait de mettre un aimant sur un écran. Ne le faites pas à la maison. Regardez sur Internet, il y a quelqu'un qui l'a fait, je suis sûr. Ça bousille l'écran. Pourquoi? Parce que les cristaux liquides sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Voilà. Et dernier point qui est important. Donc j'ai dit que le cristal liquide, il peut changer de géométrie sans perdre ses propriétés cristallines. Et qui dit géométrie, dit signature vibratoire. Quand je dis signature vibratoire, ça veut dire une fréquence de résonance, comme le diapason. La différence entre un diapason qui est accordé avec Do et l'autre qui est accordé avec Ré, les 2 notes, c'est juste leur forme, leur géométrie. Okay. Et pour vous montrer quelque chose de visuel, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu la cimatique? En général, ça c'est plus connu à gauche. C'est des plaques qui vibrent à certaines fréquences, on met du sel ou du sable dessus, et suivant la fréquence qu'on met, ça fait des formes géométriques. Donc la cimatique, ça illustre visuellement, pour qu'on comprenne, le lien entre fréquence et géométrie. Donc on sait très bien que c'est possible. Ce n'est pas ésotérique. Ça à droite, c'est dommage, vous ne vous rendez pas compte à quel point les images sont jolies. D'ailleurs, si vous voulez, je vous enverrai les diapositives. Hein. C'est avec plaisir. Mais en gros, ça, c'est un chercheur britannique qui a fait le même type d'expérience que ça, mais ça, c'est de l'eau. Ça, c'est du sable. Donc, si vous montrez du sable avec du son, vous me faites « Ok, c'est intéressant, mais on n'est pas fait de sable. » Si je vous montre la même chose dans de l'eau, vous faites « Ah !» On commence à avoir des connexions. Donc, c'est certaines différentes fréquences. Il y en a une, c'est la résonance de Schumann. L'autre, c'est le champ magnétique de la Terre. Donc, c'est des fréquences auxquelles on est censé être exposé quand on est dehors, notamment, qui ont des géométries assez esthétiques. Et ça illustre le fait que l'eau, c'est peut-être la diapositive la plus scientifique, mais je vous promets, on va garder ça simple. L'eau sert d'antenne biologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Une antenne, l'intérêt d'une antenne, c'est quoi? Ça capte les fréquences pour faire des choses. S'il n'y a pas d'antenne, on ne capte rien. Et en fait, on peut voir à travers des choses, là je vous ai simplifié, que le fait que l'eau déjà est un cristal liquide, on a dit que c'était un semi-conducteur. La semi-conductivité, c'est le premier prérequis pour avoir une antenne. C'est pour ça que les antennes sont en métal, souvent. Parce que le métal, ça conduit l'électricité. Une antenne en plastique, ça ne marche pas. Parce que le plastique, ça ne conduit rien. Donc, première condition, c'est qu'on a quelque chose qui est semi-conducteur. La deuxième chose qui est intéressante avec une antenne, si on veut capter plus d'une fréquence ou plusieurs vibrations, c'est qu'elle a une géométrie qui change. Si l'antenne elle est toujours la même, on va toujours capter TF1. C'est bien, mais au bout d'un moment, on se lasse. Donc si on change, au moins on a plus de fun. Et donc ce qu'on sait avec la molécule d'eau, donc là c'est Mickey, si vous reconnaissez, c'est que l'angle entre les 2 hydrogènes, il peut bouger. Donc déjà, on sait que ça peut bouger, ce qui influence donc sa réceptivité électromagnétique. À nouveau, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, je vous montre juste que c'est
plausible ce qui se passe. Ce n'est pas juste des mots que je sors. Et on sait aussi que, en fait, quand l'eau se structure, elle forme ce qu'on appelle des clusters en anglais, ou des agrégats. Donc là, c'est quelques exemples, ça fait des structures géométriques. Donc quand on sait que l'eau commence à former des agrégats, les possibilités, les combinaisons possibles sont infinies. Et donc, ces combinaisons infinies permettent à l'eau de réagir en permanence à son environnement. Ce qui explique pourquoi on est encore là aujourd'hui. On a survécu, d'après Darwin. Et ça permet aussi de stocker et de transmettre de l'information. Pourquoi stocker? Parce que si l'eau elle prend une forme et qu'elle ne bouge plus, qu'est-ce qu'on a dit avant? La géométrie est associée à une fréquence. Fréquence est associée à de l'information. Donc si l'eau prend une forme et qu'elle ne bouge plus, ça stocke l'information. Et ensuite, elle peut la transmettre. Donc, quel est le lien entre tout ça, les fréquences, c'est bien, ça parle, et la biochimie, concrètement, les choses, les molécules, pourquoi on prend des vitamines, pourquoi on prend des médicaments, etc. Tout ça, c'est de la biochimie. Quel est le lien entre l'eau et la biochimie? Eh bien, l'eau, elle agit comme une interface qui peut changer la forme des protéines. Donc, je sais que c'est dur à voir. En gros, tout est entouré d'eau, toutes les molécules. Si l'eau, elle prend certaines formes à certains endroits et d'autres formes à d'autres endroits, ça peut plier comme faire de l'origami avec les molécules, si vous voulez. Visualisez juste les origamis. Quand on change la forme des molécules, on influence la biochimie. Donc c'est juste un exemple comme quoi l'eau structurée influence la biochimie parce qu'elle entoure toutes les molécules, toutes les protéines. Et ça influence donc on appelle ça le repliement des protéines. Ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que ça peut expliquer le fonctionnement de l'intention et de la prière. Parce que qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est des fréquences, que ce soit la voix, que ce soit la pensée, que ce soit l'émotion. Tout ça, ça peut être quantifié par des fréquences. Et on sait que l'eau, elle capte ces fréquences. Ça peut expliquer comment nos sentiments, notre humeur et nos pensées peuvent avoir un impact sur notre physiologie. Ça, on le sait tous. Si je suis anxieux à l'idée de vous parler, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat vite. On a tous des exemples comme ça. Ça peut se répercuter sur la digestion. Ça peut aussi expliquer comment certaines mémoires sont stockées dans les tissus du corps, ce qu'on appelle les traumatismes. Ça peut aussi expliquer, en partie, l'impact curatif de l'immersion dans la nature. On sait par exemple que le chant des oiseaux, ça calme le système nerveux. Chez le chant des oiseaux, c'est juste une fréquence. On sait que la résonance de Schumann, ça calme le système nerveux. On sait que le champ géomagnétique, donc le champ magnétique de la Terre, encourage la cohérence cardiaque. Parce que c'est la même fréquence que la respiration, la cohérence cardiaque. Et donc ça peut aussi expliquer l'impact curatif de la musique. À nouveau, même raison. Donc, si on récapitule, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais il n'y a pas besoin de comprendre tout. Ce que je vous montre, c'est qu'il y a juste des connexions, il y a un moyen d'expliquer ces choses-là. Donc, l'eau dans le corps est idéalement sous forme de cristal liquide, principalement. Les cristaux liquides, en biologie, c'est plus la norme que l'exception. Il faut le savoir. Tout ça, ça sert de réseau de communication. Donc, ça explique bien le paradigme plus holistique. Et ça sert de source d'énergie. Vous vous rappelez de la batterie que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, quand on a des moins, des plus d'un côté, ça fait une batterie. Et les batteries, on peut les mesurer en volts, le potentiel. Vous avez certainement déjà dû voir ça. Et en fait, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle le pH, qui mesure l'acidité et l'alcalinité, le pH, c'est uniquement une mesure de l'électricité dans un fluide. La plupart des gens ne savent pas ça. Plus j'ai d'électricité, plus j'ai un haut potentiel, plus je suis alcalin. Quand je perds de l'électricité, je deviens acide. C'est tout ce qui se passe. C'est tout ce que ça veut dire. L'acidité, c'est donc juste, le pH, c'est juste une mesure de la quantité d'électricité, si vous voulez, dans un fluide. C'est tout. Donc ce cristal liquide, cette eau structurée, elle est sensible au champ électromagnétique. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu à double tranchant, mais c'est intéressant. Et donc, elle peut stocker de l'information dans sa géométrie. Ça, c'est l'eau, aujourd'hui, dans le corps. Et dans des conditions idéales, je vais y venir sur quelles sont les implications, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien. Mode d'emploi. D'abord, je bois.
Donc, le fascia, en fait j'ai un mode d'emploi pour le fascia et un mode d'emploi pour l'eau. Ce qu'il faut savoir avec le fascia, c'est qu'il réduit énormément sa conductivité et donc sa communication lorsqu'il est déshydraté. Et la déshydratation, ça augmente considérablement avec l'âge, ça c'est naturel, on en a parlé, de 80 à 50%, mais aussi la sédentarité. L'âge, on n'y peut rien. La sédentarité, ça on peut quelque chose. Pourquoi je vous ai mis du cuir? Parce que ça permet de bien visualiser. Quand du cuir, il est bien lubrifié, ça se plie bien. Quand du cuir est sec, ça ne marche pas bien. Le fascia, c'est pareil. Et ce qu'on appelle les adhérences, c'est quand le fascia, il ne bouge pas trop, il est coincé. Et les cicatrices, ça fait la même chose. C'est des endroits qui sont plus déshydratés que le reste. Donc quand on a, par exemple, une césarienne pour la femme, ça fait ça. Ça fait des adhérences, ça ne bouge pas trop. C'est pour ça que c'est intéressant de traiter ça. Donc ça limite la mobilité et ça constitue ce qu'on appelle un nœud énergétique. Donc c'est coincé à ce niveau-là. Il n'y a pas de communication. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement pour prendre soin de son fascia? La chose la plus simple, c'est des mouvements qui sont amples et qui sont doux. Pourquoi doux? Parce que la plupart des gens sont trop stressés pour faire des mouvements intenses déjà, ou peuvent pas, sont pas prêts, même si ça a sa place. Et ample, parce que quand on est ample, on va stimuler le fascia dans son ensemble. Si on fait un mouvement à amplitude réduite, on n'a pas tout cet effet. Pardon. Donc le fait de bouger, ça contribue à l'hydratation. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de bouger, ça crée de la piézoélectricité. Donc, vous allez voir juste après, quand on va parler du mode d'emploi pour l'eau. Mais juste le fait de bouger, ça permet de recharger la batterie. On a parlé de batterie électrique, batterie biologique. L'eau, ça constitue la batterie, mais ensuite, il faut la recharger. Une façon de la recharger, c'est de bouger, tout simplement. Et ensuite, il y a tout ce qui est compression ou massage. Donc là, j'ai mis compression parce que c'est ce qu'on peut faire à la maison. Mais le fait de se faire un automassage, on appelle ça, sur le fascia qui est adhérent, en général, c'est un endroit qui est dense, avec par exemple des rouleaux de massage, on peut les acheter chez Decathlon ou des balles. On peut faire ça 2 à 5 minutes selon l'endroit, selon la sensibilité. Et en fait, le fait d'appuyer sur un endroit où il y a de l'adhérence, ça stimule la production d'acide hyaluronique. C'est pareil, ça devrait parler à certaines personnes, parce que c'est utilisé en cosmétique. Pourquoi c'est intéressant l'acide hyaluronique? Parce qu'en fait, c'est une molécule qui a la particularité d'emmagasiner de l'eau, énormément d'eau. Je crois que c'est 1000 fois son poids en eau qu'il peut emmagasiner. Donc la raison pour laquelle on met ça dans les produits cosmétiques, c'est pour avoir l'eau, et de l'eau structurée parce qu'elle est ferme, contrairement à de l'eau liquide. Et en fait, le fait de masser, pour réduire l'adhérence, ça va stimuler la sécrétion d'acide hyaluronique, donc amener de l'eau, donc décoincer tout ça. Ensuite, pour l'eau. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que au contact d'une surface biologique, et une surface hydrophile, donc toutes les surfaces biologiques, l'eau se structure spontanément. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que je n'ai pas dit, et je le dis là, c'est que quand cette eau elle est exposée à de la lumière infrarouge, ça va augmenter la quantité d'eau structurée de 400%, jusqu'à 400%. Donc ça va quadrupler la quantité d'eau. Quelle est la meilleure source d'infrarouge de très loin? Le soleil. Du lever au coucher, il y a de l'infrarouge dans le soleil. Il n'y a pas forcément d'ultraviolet, mais il y a de l'infrarouge. Le sport, quand je bouge et que ma température corporelle augmente, c'est de l'infrarouge. Quand je fais des câlins et que ça réchauffe, c'est de l'infrarouge. J'ai mis le soleil? Non. Le sauna, c'est de l'infrarouge aussi. Le feu, de cheminée, c'est de l'infrarouge. Et la sonothérapie, indirectement, c'est de l'infrarouge. Comment ça fonctionne? Quand je fais de la sonothérapie ou du son, il y a des ondes sonores qui se propagent. Ces ondes sonores, quand elles se propagent, il y a des collisions entre les ondes sonores. On appelle ça des collisions inélastiques. Des collisions élastiques, c'est juste, ça rebondit sans perte d'énergie. Inélastique, ça rebondit avec une perte d'énergie. Et cette perte d'énergie se fait sous forme infrarouge. D'après moi, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles la sonothérapie est thérapeutique. Grâce à ça. Les ultraviolets, qui ont un peu une mauvaise réputation, j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube, tout ça. Si vous voulez voir, allez-y. Mais les ultraviolets, grâce à l'effet photoélectrique a été identifié par Einstein en 1921 et il a eu un prix Nobel pour ça.
L'effet photoélectrique, ça veut simplement dire que quand il y a de l'ultraviolet qui frappe un semi-conducteur, ça génère des électrons. Électrons, donc ça recharge nos batteries, à nouveau. Donc en gros, entre les infrarouges et les ultraviolets, infrarouge, ça augmente la taille de la batterie, ultraviolet, ça la recharge. Ensuite, de manière générale, soutenir la fonction des mitochondries. Les mitochondries, c'est juste les petits organites qui produisent de l'énergie à l'intérieur de nos cellules. Pour ça, c'est réduire le stress, les choses qu'on connaît bien. On peut s'entourer de vibrations positives, donc être en pleine nature, s'entourer de belles personnes, venir à éveiller sens, et boire de l'eau comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire boire de l'eau comme il faut? Je sais que vous allez me demander, donc je vous mets ça en 4 étapes. Ça, c'est dans un monde parfait, en fait, on boirait de l'eau de source, hein, on prend à la source et voilà, mais c'est pas réaliste. Ensuite, on fait juste ce qu'on peut avec ce qu'on a. L'étape 1, c'est filtrer, donc enlever les impuretés autant que possible. L'étape 2, c'est reminéraliser. Surtout si notre filtre, c'est de l'osmose inverse. C'est une technologie de filtre, parce qu'en fait, ça enlève le mauvais, mais ça enlève aussi le bon. Donc si on utilise ce type de filtre, mais qu'on ne reminéralise pas derrière, l'eau va effectivement agir comme un solvant, et en fait, on va faire pipi tout de suite, et on va se déminéraliser. Donc c'est pas bon. Donc filtrer, minéraliser, ensuite structurer. La façon la plus simple de structurer, c'est comme si on buvait du vin. On fait comme ça. Pourquoi? Parce que là, l'eau, elle est en contact avec les molécules d'oxygène et ça aide à la structurer. Ensuite, il y a des appareils qui existent pour structurer l'eau. Ça, c'est plus simple. Et qu'est-ce que je veux dire par dynamiser? C'est juste lui mettre de bonnes ondes. Maintenant qu'elle est structurée, elle est réceptive aux ondes électromagnétiques. Donc si j'ai un petit moment de gratitude, ça va la dynamiser. Ça va l'imprégner de gratitude et ensuite je l'absorbe. Donc ça, c'est les 4 étapes pour faire une eau parfaite. Presque parfaite. Voilà, donc pour les implications, donc là je ne vais pas aller trop en détail, je vais juste planter des graines, on peut en discuter si vous le souhaitez. Mais l'eau structurée a des implications pour la détox. J'ai parlé de zone d'exclusion tout à l'heure. Pourquoi une zone d'exclusion? Parce que ça exclut tout ce qui est plus gros qu'un électron, y compris absolument toutes les toxines, tous les pathogènes, tout ça. Ça les dégage, ça les fait sortir des cellules. Donc ça a des implications pour la détox. L'eau structurée, ça a aussi des implications pour les antioxydants. Un antioxydant, c'est ce que je montre là, c'est uniquement une molécule qui a plein d'électrons. Parce qu'un oxydant, la chose dont on cherche à se débarrasser quand on prend des antioxydants, que ce soit dans les crèmes, que ce soit des myrtilles, peu importe, la vitamine C, on cherche à se débarrasser des oxydants. Un oxydant, c'est juste une molécule qui a perdu un électron. Et comme elle a perdu un électron, c'est comme un enfant qui a perdu sa maman, il panique. Okay? Et donc il a besoin de son électron. Et l'antioxydant, c'est une molécule qui a une abondance d'électrons et qui va pouvoir lui en donner. Et donc, l'enfant, il les calme, à nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est riche, l'eau structurée, c'est riche en électrons. Donc en fait, c'est une source d'antioxydants infinie, sans avoir à manger quoi que ce soit, sans avoir à appliquer aucune crème. Donc c'est aussi une source d'énergie, c'est aussi des répercussions pour la santé cardiovasculaire, pour réduire la pression artérielle, pour s'assurer qu'il n'y a pas de blocage dans les artères. Bien entendu, ça affecte les tardations de la peau, ça affecte tout ce qui est ondes électromagnétiques, et en fait, on ne fait que commencer. Je vous ai mis les bases, même si ça peut paraître compliqué, je vous ai mis les bases, et ça a énormément d'implications. Mais ce que vous devez retenir, c'est juste ce que j'ai mis avant, c'est soleil, c'est bouger, c'est etc. Toujours les bases. Et maintenant, vous savez que les bases, en fait, c'est important. Voilà.